L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Erickson. Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau rendez-vous que j'ai intitulé Découvrez le ciel. Je vous propose de partir à la découverte du ciel comme si vous possédiez un télescope, grâce à une visite guidée virtuelle dont je serai le guide. Ce premier numéro, ainsi que les suivants, sera consacré au ciel du printemps. Oui, avec pour commencer la constellation emblématique du printemps, qui est le Lion. Vous découvrirez tour à tour des galaxies, des étoiles doubles, des amas d'étoiles, une nébuleuse, et sans oublier Jupiter, qui trône en ce moment même à proximité immédiate de la constellation du Lion. Vous découvrirez également au fil de ces épisodes comment se repérer dans le ciel étoilé. Suivez le guide. Eh bien, pour commencer cette balade dans le ciel du printemps, nous nous plaçons par exemple le 28 mars à 23h57 et nous nous tournons vers l'horizon sud. Et que voit-on vers l'horizon sud, ici dans la campagne, loin de toute lumière polluante? Nous voyons, en levant les yeux, légèrement vers le haut, apparaître le gros Jupiter. Et oui, il est là. Et nous allons voir que la constellation du Lion autour de laquelle nous allons tourner ce soir se trouve juste au-dessus de Jupiter. Donc là, c'est très facile de se repérer ce jour-là, puisqu'il suffit de voir Jupiter pour tout de suite trouver la constellation du Lion qui se trouve juste au-dessus. On va tracer les constellations en question. Et voilà le Lion avec sa forme caractéristique où on reconnaît la tête du lion et ses petites papates. Et on peut même d'ailleurs visualiser les dessins carrément des constellations avec ce fabuleux logiciel qui s'appelle Stellarium, doit-on le préciser bien sûr. Voilà. Alors on revient à nos petits tracés classiques et nous allons un petit peu zoomer. Alors déjà, on peut un petit peu s'attarder sur Jupiter puisque nous y sommes, puisqu'il nous a servi de repère, et donc nous allons voir à quoi ressemble Jupiter à ce moment-là, lorsqu'on le regarde à travers un télescope ou une lunette bien sûr. Alors en grossissant légèrement, on découvre donc le gros Jupiter et ses 4 satellites galiléens, tous alignés du même côté ce jour-là, à cette heure-là. Callisto, Ganymède, Europe et Io. Et on voit d'ailleurs que Europe et Io sont presque l'un sur l'autre, visuellement en tout cas, à ce moment-là. On arrive, je pense, à les distinguer quand même. Et c'était quand même une configuration assez intéressante à travers un oculaire de 3,5 mm. On aurait presque du mal même de les séparer. Voilà. Jupiter avec sa tache rouge qu'on voit ici, évidemment. Très connue pour cette figure caractéristique. Mais c'est pas vers Jupiter que nous allons ce soir, c'est donc vers la constellation du Lion et qui se trouve juste légèrement dessus en levant la tête. Et on va voir que la constellation du Lion est très 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 riche en galaxies et c'est surtout des galaxies c'est par des galaxies que nous allons commencer notre voyage, et notamment les 3 galaxies très connues dans la constellation du Lion qui s'appellent le triplet du Lion, qui sont en fait 3 galaxies qui sont très proches les unes des autres et qui se trouvent ici en dessous de la patte arrière du Lion, et facile à retrouver. Alors évidemment dans le ciel on voit pas les traits, mais on peut les imaginer facilement une fois qu'on les a déjà vus une fois. Donc
En plus, ici, avec l'aide de Jupiter, ça nous permet de tracer une ligne imaginaire entre les deux étoiles là, qui s'appellent Delta Léo, c'est-à-dire Zosma et Chertan, vers Jupiter. Et légèrement en dessous de Chertan, ici, on va trouver le triplet du Lion. Alors nous allons un petit peu zoomer pour aller voir de plus près ce triplet du Lion, qui est constitué donc de deux galaxies, enfin de trois galaxies qui sont donc dans l'ordre M65 ici. Suivi tout juste à côté de sa voisine, donc M66, qui sont visibles ensemble dans un oculaire relativement de grand champ. Et la troisième, qui s'appelle NGC 3628, et qu'on appelle également la galaxie du hamburger. Allez comprendre pourquoi. Hein. Vu son aspect, je pense qu'on comprend facilement pourquoi elle est surnommée comme ça. Le triplet du Lion, voilà, ces trois galaxies très sympathiques à regarder dans un télescope. Alors, on va poursuivre notre petit voyage autour du Lion avant de le quitter légèrement pour aller voir ce qui se passe un petit peu autour. Et nous allons retrouver donc un autre groupe de galaxies qui est également situé en dessous du Lion. Et cette fois-ci, légèrement sur la droite. Et à peu près au centre du corps du Lion. Ici, très exactement. Qu'est-ce qu'on va retrouver ici? Eh bien, c'est ce groupe de galaxies, le groupe de M95 en fait. Hein, on l'appelle le groupe de M95-96, qui sont... là encore, des galaxies de type spirale, qu'on voit d'ailleurs par la face, en tout cas pour ces deux-là, sachant que M105, elle, est par contre plutôt une galaxie elliptique, qui est accompagnée également de deux autres galaxies plus difficiles à voir à travers un télescope, que sont NGC 3384 et 3389. M95 et M96 sont des galaxies très brillantes, enfin en tout cas assez brillantes, qui sont bien visibles dans un télescope de 200 mm ou plus de diamètre. Alors, on ne peut pas regarder le Lion sans faire un petit tour du côté de l'étoile qui s'appelle Algéba et qui forme le cou du Lion. Pourquoi? Tout simplement parce que Algéba est une étoile double en fait, et qui est très 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 jolie à regarder et à pouvoir résoudre en deux étoiles, en deux composantes. Et donc on va voir un petit peu ce que nous fait Stellarium pour voir si on peut les distinguer. Je pense que c'est quelque chose de faisable. Que je grossis, que je grossis, que je grossis, que je grossis, jusqu'à voir les deux composantes. Vous avez vu? Oui, voilà. Gamma du Lion. Allez, on reste dans le Lion encore pour un petit moment avant d'aller voir ailleurs si j'y suis. Et je vous emmène voir une galaxie qui aurait pu être dans le catalogue de Messier, car très brillante, et Charles Messier l'a apparemment ratée, celle-ci. Mais bon, elle n'a pas été ratée par William Herschel, hein, qui l'a mise dans son New General Catalogue, sous le numéro 2903, ici, NGC 2903. Facile à retrouver,
Il suffit juste de, disons, de suivre de façon imaginaire la droite qui lie Mu Léo et Epsilon Léo, les deux étoiles qui forment la tête du lion. On fait environ la même distance et on tourne légèrement à droite en direction de cette étoile qui s'appelle Lambda Léo. Et encore un petit effort vers le bas et on tombe sur NGC 2903. Alors, un petit grossissement sur cette très belle galaxie. Spirale, là encore, et qu'on découvre, évidemment, on ne la voit pas comme ça dans un télescope de 250 mm. Là, c'est des images de Hubble, par exemple. Mais on arrive parfois à distinguer les bras spiraux de cette très belle galaxie spirale vue par la face. Alors, je vous emmène maintenant. À côté du Lion se trouve donc une autre constellation intéressante au printemps, qui est la constellation du Cancer, qui se trouve ici. Et deux objets, même trois objets intéressants dans cette constellation que nous allons regarder tout de suite. Le premier est un objet du catalogue de Messier qui s'appelle M67, qui se trouve ici. Assez facile à trouver puisqu'à proximité immédiate du bord de la constellation de Cancer et de l'étoile Alpha, qu'on appelle Acubens également. M67 est un amas d'étoiles, ce qu'on appelle un amas d'étoiles ouvert. C'est-à-dire c'est une formation d'étoiles liées gravitationnellement entre elles, mais qui est assez peu dense par rapport à un amas globulaire, par exemple, qui est, lui, quant à lui, beaucoup plus dense. Et M67 contient plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'étoiles, très jolies à regarder au télescope. J'enlève les signes. Ça sera plus visible. Voilà. M67. Alors dans le Cancer, il existe un autre amas ouvert très joli à observer et qui se trouve au centre de la constellation. Et là aussi, il est facile à trouver puisqu'il se situe entre les deux étoiles centrales du Cancer, entre Delta et Gamma. Et il est même visible dans des jumelles, et voire même presque à l'œil nu. Et je veux parler de M44. M44, qui s'appelle donc l'amas de la crèche. Et qui se trouve très vaste, très étendu sur la voûte céleste. Voici M44. Un amas ouvert là encore. Qui contient je ne sais combien de centaines d'étoiles. Beaucoup en tout cas. Alors, le dernier objet que je souhaitais vous montrer dans la constellation du Cancer, c'est une étoile, et une étoile double, là encore. Facile à trouver, puisque c'est l'étoile qui forme la fin de cette longue constellation, et qui se trouve ici, donc, Iota, l'étoile de Iota du Cancer, qui est une étoile double, comme son nom l'indique, qui a une magnitude de 4, donc bien brillante. Et quand on grossit sur Iota, on découvre qu'effectivement, c'est une étoile double. Et très sympathique à regarder, puisqu'avec deux couleurs assez éloignées l'une de l'autre. L'une est jaune et l'autre est bleue, un peu comme l'étoile Albireo dans le Cygne, qui est l'une des plus jolies étoiles de l'hémisphère nord.
Voilà, donc à voir sans modération, iota du cancer. Allez, on saute, on quitte le cancer, on va rebasculer de l'autre côté du lion. Je tourne légèrement mon ciel et nous allons tout de suite retrouver... Alors, qu'allons-nous retrouver? Eh bien, nous allons plonger directement dans la grande ours. Alors, vous connaissez probablement la grande ours, la casserole ici que vous voyez. Mais ce n'est qu'un morceau de l'ours, hein, cette casserole, puisque la constellation est vaste. D'ailleurs, lorsqu'on dessine les animaux en question, on voit que la grande ours est vraiment très vaste, puisque la tête se trouve ici en fait. Hein. Et qu'allons-nous voir dans la grande ours? Eh bien, un petit joyau, même plusieurs joyaux. Alors, nous nous tournons tout de suite vers cette étoile qui forme le bord de la casserole, mais du côté du lion, et qui s'appelle Beta Ursa Majoris, ou plutôt Merak, de son petit nom. Et ce que nous allons découvrir juste à côté de Merak, ce sont des petits joyaux. Je pèse mes mots. Allez, on tourne un peu. J'ai retourné le ciel là. Et ces petits joyaux en question, je retourne mon ciel totalement. Vous voyez là ici le bord de la casserole. Côté lion, le lion se trouve vers le haut. Une galaxie qui s'appelle M108 et qui est une galaxie spirale. Là encore, j'aime bien les spirales, hein, c'est pour ça, c'est un fait. Et qui s'appelle également la galaxie de la planche de surf. Ouais, bon, c'est des petits noms assez bizarres, mais c'est surtout M108, n'est-ce pas? Légèrement vu par la tranche, cette fois-ci, cette galaxie qui est très brillante. Et très près de cette M108, on retrouve un autre objet du ciel profond qui est très connu et très prisé des amateurs, qui s'appelle la nébuleuse du Hibou. C'est une nébuleuse planétaire, c'est-à-dire une boule de gaz, tout simplement, et qui est issue d'une étoile en cours de relâcher de gaz, une étoile vieillissante, voire mourante, et donc qui forme cette structure gazeuse très, très symétrique, ronde, qu'on appelle donc la nébuleuse du Hibou ou M97. Très belle image ici. Allez, on est dans la grande ours, alors on va y rester. Et nous allons donc virtuellement longer le bord de cette casserole entre Merak et Fad, hein, l'autre côté de la casserole. Et juste en dessous de Fad, en poursuivant la ligne imaginaire qui joint les deux étoiles, on va trouver ici un objet, là encore galactique, qui est également un objet du catalogue de Messier, hein, et qui est la galaxie M109, qui est aussi également appelée la galaxie de l'aspirateur, qui est encore une galaxie spirale vue presque de face, et dont on peut apercevoir avec un peu de chance les bras spiraux. Alors je vais un petit peu dégrossir. On va retrouver notre casserole à l'envers, n'est-ce pas? Et en restant toujours dans la grande ours,
je vous emmène voir à nouveau une autre galaxie. Spirale, elle encore, et elle encore très connue des amateurs, et qui se trouve dans le prolongement du manche de la casserole, sauf pour le dernier segment. On continue les deux premiers segments légèrement de manière imaginaire, avec à peu près la même longueur, et on tombe sur M101, qu'on appelle également la galaxie Pinwheel. Et M101 est une galaxie spirale, donc, mais vue carrément, totalement par la face, sans aucune inclinaison, dont on peut distinguer les bras spiraux dans un télescope de 250 mm. Allez, on va voir maintenant une nouvelle galaxie. On saute un petit peu de constellation, tout en restant très près de la Grande Ourse, mais la frontière de la Grande Ourse étant assez proche de la queue de la casserole. En fait, la galaxie que je vais vous emmener voir appartient à la petite constellation minuscule des chiens de chasse, qui se trouve ici, donc toujours en frontière du Lion, que vous retrouvez à cet endroit, et également ici. Et la galaxie donc emblématique, qui a été d'ailleurs la première galaxie que j'ai observée avec mon Dobson 250 mm, historiquement, donc c'est quelque chose qui me tient légèrement à cœur, on va dire, sans compter son numéro dans le catalogue de Messier, qui est 51, et oui, vous l'avez reconnu, M51, qu'on retrouve pas très loin de l'étoile Alcaïde, qui forme la fin de la queue de la casserole de la Grande Ourse. Donc la galaxie du tourbillon M51 se trouve ici. Voilà, donc elle fait partie officiellement de la constellation des chiens de chasse. Et donc M51 est une galaxie un petit peu particulière, puisqu'elle est formée de deux noyaux galactiques. Et d'ailleurs, il y a deux trous noirs supermassifs à l'intérieur, donc un dans chaque centre de ces deux. En fait, deux galaxies qui sont en train de fusionner l'une l'autre. Une des merveilles du ciel, en tout cas du ciel de printemps, qui est formée par M51 et son acolyte NGC 5195. On ne s'en lasse pas de cette galaxie magnifique. Alors tant qu'on est là, évidemment, on peut poursuivre légèrement. Généralement, lorsqu'on regarde M51, on pousse un petit peu le télescope, on tourne un petit peu vers la droite et on pousse jusqu'à la galaxie du tournesol. C'est assez facile à faire, puisque en fait, on a une série d'étoiles qui nous permettent de tracer une ligne droite. Et de trouver assez facilement, assez aisément, donc la galaxie suivante, qui est M63, et donc la galaxie qu'on appelle la galaxie du tournesol également, qui est un petit peu moins spectaculaire que M51 ou M101, mais tout de même tout à fait intéressante. Elle est légèrement vue par la tranche, cette fois-ci. On a également toujours une galaxie spirale dans ce cas-là. Alors, pour essayer de revenir un petit peu vers le Lion, en fait, on va passer par un petit détour par la chevelure de Bérénice, qui est la constellation qui borde le Lion du côté gauche, ici. Petite constellation, mais riche en objets intéressants. Comme par exemple ce M3, alors catalogue numéro 3, objet numéro 3 dans le catalogue de Messier. M3 est un amas d'étoiles, mais cette fois-ci, non pas un amas ouvert, mais un amas globulaire. Alors un amas globulaire, comme je le disais tout à l'heure, c'est un amas d'étoiles où il peut y en avoir plusieurs dizaines de milliers, et très très dense. Très très dense, et chacune, bien sûr, en interaction gravitationnelle avec les autres. Alors on va voir un petit peu plus en détail
À quoi ressemble M3? Et voilà. M3, un amas globulaire comportant plus de 10 000 étoiles, je pense. Avec une magnitude de 6,20, c'est vrai que cet amas globulaire est presque visible à l'œil nu dans un ciel, dans un bon ciel. Bon, évidemment, à Paris, n'y comptez même pas. Alors, non loin de là, toujours dans la même constellation de la chevelure de Bérénice, se trouve un autre amas globulaire qui est bien connu également. Voilà, ici la chevelure de Bérénice. Je dézoome un petit peu pour vous rappeler où nous sommes. Nous sommes en train de revenir légèrement vers le Lion. Et cet autre amas globulaire que je voulais vous montrer, c'est M53. Qui lui, par contre, a une magnitude plus importante, donc moins brillant, bien sûr. Et qui est tout à fait joli à regarder, n'est-ce pas? M53 est beaucoup plus ramassé en fait que M3. Il est plus dense dans son centre. Ça fait comme si on voyait une sorte de noyau très brillant et un pourtour plus diffus, on va dire. Et M53 est accompagné, enfin souvent quand on regarde M53, on pousse un petit peu vers le bas pour aller jeter un œil sur NGC 5053, qui est un autre amas globulaire, toujours dans la chevelure de Bérénice, qui lui aussi est c'est un peu le double en fait de M53, parce qu'il lui ressemble quand même. Ah mais là on le voit pas dans Stellarium, effectivement. Mais par contre qui est beaucoup moins brillant que M53 ou que M3 d'ailleurs. Et voilà, nous avons maintenant terminé cette petite promenade virtuelle autour de la constellation du Lion. Donc on a vu qu'on s'est promené autour du Lion, dans la constellation du Cancer, puis nous avons basculé vers la Grande Ourse, de laquelle nous sommes descendus vers les chiens de chasse, pour ensuite parcourir la chevelure de Bérénice et ses amas globulaires. Et enfin, nous terminons ce petit périple. Et nous pouvons d'ailleurs retourner sur Jupiter, pourquoi pas, hein, en fin de séance d'observation. Il est toujours bien de retomber sur des objets qui évoluent en l'espace de quelques heures, comme Jupiter. Et là, désormais, Europe et Io sont vraiment collés l'un sur l'autre, on dirait. Hein. Alors, on peut s'amuser à regarder justement comment vont évoluer les satellites de Jupiter si je fais une avance rapide du temps. Alors, pour voir comment évoluent les satellites galiléens autour de Jupiter, on va essayer de reculer le temps plutôt que de l'avancer, parce que là il est déjà minuit 12 dans le ciel, donc on va faire une marche arrière et on va pouvoir voir notamment le mouvement de Europe et de Io qui devrait se séparer logiquement. Alors je recule en restant centré sur Juju, bien sûr, sur le gros Jupiter. Je recule plus vite. Allez, encore plus vite. Voilà, donc on voit bien le mouvement relatif des différents satellites. Et notamment, et là, le jour arrive. Il est 19h41. Donc en l'espace de quelques heures, on voit très très nettement le mouvement des satellites de Jupiter. Je vais revenir dans la nuit, là, 19h, 20h, voilà, dans l'autre sens.
Vous voyez l'heure qui défile ici. Et on arrive à une conjonction presque parfaite entre les deux satellites européens vers 1h29 du... Et là, ils se reséparent vers 2h50. Et on n'arrive pas à voir le passage derrière Jupiter parce que le jour arrive, 6h26. Ah oui. Voilà. Allez, je vais revenir là où nous étions restés, donc vers minuit, ce 28 mars 2016. Voilà. Ainsi se termine notre première petite balade virtuelle dans le ciel du printemps grâce à notre superbe Stellarium, un logiciel libre que vous pouvez acquérir, enfin télécharger puisqu'il est gratuit, et oui. N'hésitez pas à vous le procurer et vous pourrez vous faire des promenades avec ce planétarium à la maison. Et vous pourrez y passer des heures et des heures et des heures. Ça, je vous le promets. Et puis, l'étape d'après, c'est simplement d'acquérir un télescope. Eh oui. J'espère que cette promenade vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, pourquoi pas, et à donner vos commentaires, bien sûr. Ça se passe là-haut, c'est aussi un blog et un podcast pour approfondir la physique qui se cache derrière les astres que nous pouvons contempler chaque nuit. N'hésitez pas à aller y jeter un œil ou une oreille pour satisfaire votre curiosité en suivant les liens qui s'affichent. Voilà, à très bientôt sur Ça se passe là-haut, la chaîne où l'univers se contemple indéfiniment. Allez, salut, à la prochaine!